Off the Wall est sorti en août 1979, le même mois que celui de mon anniversaire. J'avais 21 ans, et c'est à ce moment-là que j'ai pris le contrôle de mes affaires. Ce fut un des changements les plus marquants de ma vie. C'était très important pour moi, car je prouvais ainsi, avec ce succès, que l'enfant star était devenu un artiste à part entière, complètement intégré et plébiscité par ses contemporains. Off the Wall allait plus loin que le groupe de danse que nous avions formé. Quand nous avions démarré le projet, Quincy et moi nous voulions exprimer des sentiments forts, passionnés, et nous en parlions pendant des heures. Je continue de penser que c'est ce que nous avons réussi à accomplir avec la ballade She's Out of My Life, et dans une certaine mesure avec Rock With You. Quand j'y repense, je comprends comment Off the Wall m'a préparé au travail qui a donné l'album Thriller. Quincy, Rod Temperton et la plupart des musiciens qui ont joué sur Off the Wall m'ont aidé à réaliser un rêve que j'avais depuis longtemps. Off the Wall s'était vendu à presque 6 millions d'exemplaires dans mon pays, mais je voulais faire un album qui se vende encore davantage. Depuis toujours, depuis que j'étais petit garçon, je rêvais de pulvériser le record du monde de vente de disques. Je me souviens que chaque fois que je plongeais dans la piscine, quand j'allais nager, je faisais un vœu avant de sauter dans l'eau. N'oubliez pas que j'ai toujours su comment fonctionnait l'industrie du disque, et ce qui était possible ou impossible. Moi, je voulais faire quelque chose de spécial. J'étendais mes bras au-dessus de ma tête, comme si j'envoyais mes pensées dans l'espace. Je faisais un vœu, et je plongeais. Je me disais, mon rêve, c'est ça, c'est ce que je souhaite. Et je répétais ça chaque fois que je plongeais dans l'eau. Je crois aux souhaits, et à la possibilité que nous avons de les réaliser. Je le crois sincèrement. Chaque fois que je voyais un coucher de soleil, je faisais un vœu juste avant que le dernier rayon lumineux disparaisse à l'horizon. C'était comme si le soleil avait emporté mon souhait avec lui. Et un souhait est plus qu'un souhait. C'est un objectif qu'on se fixe. C'est quelque chose que votre conscient et votre subconscient peuvent vous aider à réaliser. Je me souviens que nous étions en train de travailler en studio, avec Quincy et Rod Temperton, sur Thriller. Pendant la pause, je jouais au flipper, et l'un d'eux m'a demandé « Si cet album ne marche pas aussi bien que Off the Wall, est-ce que tu seras déçu ?» J'étais furieux et blessé que la question soit seulement soulevée. Je leur ai dit que Thriller ferait encore plus fort que Off the Wall. J'ai reconnu que je voulais que ce disque soit l'album le plus vendu de l'histoire du disque. Ils ont éclaté de rire. Ça leur paraissait un souhait plutôt irréaliste. Il m'est arrivé par moments de perdre mon calme pendant le projet de Thriller, parce que les gens qui travaillaient avec moi n'arrivaient pas à voir ce que moi je voyais. Ça m'arrive encore maintenant, et je pique ma crise quand je m'en aperçois. Ils ont trop de doutes. Vous ne pouvez pas faire de votre mieux si vous doutez de vous-même. Et si vous ne croyez pas en vous, qui le fera? Si c'est pour faire aussi bien que la fois d'avant, à quoi bon? La mentalité du « on fait ce qu'on peut » ne me convient pas du tout. Ce que je veux, c'est faire mieux, aller toujours plus loin, toujours plus haut. Je crois que nous avons un vrai pouvoir, mais que nous n'utilisons pas notre intelligence au maximum de nos capacités. L'esprit est assez puissant pour nous permettre d'atteindre ce que nous voulons. Je savais ce que nous pouvions faire avec ce disque. Nous avions une équipe fantastique, des grands talents et des bonnes idées, et je savais que nous pouvions réussir ce que nous voulions. Le succès de Thriller a transformé la plupart de mes rêves en réalité. Ce disque est effectivement devenu l'album le plus vendu de tous les temps, et il est inscrit dans le livre Guinness des records mondiaux. Nous avons travaillé très dur pour faire le disque Thriller. Mais il est vrai que l'on ne reçoit que ce que l'on a donné.
Moi, je suis un perfectionniste. Je peux en tomber raide mort de fatigue. J'ai travaillé tellement fort sur cet album. C'était bien que Quincy me fasse une confiance totale pendant ces séances. J'imagine qu'il avait eu le temps de se faire une opinion en me voyant travailler sur Off the Wall. Il avait écouté mes suggestions et m'avait aidé à réaliser ce que je cherchais sur cet album. Mais il m'a montré encore plus de confiance pendant Thriller. Il a compris que j'avais l'expérience et l'assurance requises pour faire ce disque. Et pour cette raison, par moments, il n'était même pas dans le studio avec nous. Je n'ai pas de doute quand il s'agit de mon travail. Quand j'entreprends un projet, j'y crois à 100%. J'y mets toute mon âme. Je pourrais mourir pour le réaliser. Je suis comme ça. Quincy est brillant quand il s'agit d'équilibrer un disque, de trouver le bon mix entre les tempos rapides et lents. Nous avons commencé à travailler avec Rod Temperton sur les chansons de l'album Thriller, qui devait s'appeler au départ Starlight. J'écrivais mes propres chansons pendant que Quincy écoutait celles des autres, en espérant trouver lesquelles me conviendraient parfaitement pour l'album. Il sait exactement ce que j'aime, ce qui me convient, et ce qui va marcher pour moi. Nous avons tous les deux la même attitude en ce qui concerne les albums. Nous ne croyons pas aux phases B ou aux chansons d'album. Chaque titre doit pouvoir tenir le coup comme s'il s'agissait d'une phase A de 45 tours. Et nous travaillons toujours dans ce sens. J'avais terminé plusieurs chansons, mais je ne les ai pas données à Quincy avant d'avoir écouté celles qu'il avait sélectionnées. La première chanson était Starting Something, et je l'avais écrite pendant que nous faisions l'album Off the Wall, mais je ne l'avais pas montrée à Quincy. Parfois, j'ai une chanson que j'aime vraiment beaucoup, mais je n'arrive pas à la montrer. Pendant que nous faisions Thriller, j'ai gardé Beat It pendant longtemps avant de la jouer à Quincy. Il n'arrêtait pas de me dire que nous avions besoin d'un bon titre de rock pour l'album. Il me disait « Allons, elle est où ta chanson? Je sais que tu l'as. » J'aime mes chansons, mais au départ je suis timide, et j'ai du mal à les jouer aux gens, parce que j'ai peur qu'ils ne les aiment pas, et c'est une expérience pénible pour moi. Il a fini par me convaincre de lui faire écouter ce que j'avais écrit. J'ai apporté Beat It, je la lui ai jouée, et il a sauté au plafond. J'étais au 7e ciel. Au moment où on a commencé à travailler sur Thriller, j'ai appelé Paul McCartney à Londres, et cette fois je lui ai dit « Si on écrivait des tubes tous les deux ?» Notre collaboration a donné Say 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 et The Girl Is Mine. Quincy et moi avons finalement choisi The Girl Is Mine comme titre principal du premier 45 tours de Thriller. Nous n'avions guère le choix. Quand il y a deux grands noms sur une même chanson, il faut que ce titre sorte en premier, ou alors il est matraqué et surexposé. Il fallait que cette chanson sorte. Lorsque j'ai contacté Paul, je voulais le remercier de la faveur qu'il m'avait faite en me donnant Girlfriend pour l'album Off the Wall. J'ai écrit The Girl Is Mine en pensant que cette chanson serait bien pour sa voix et pour la mienne. Et nous avons aussi travaillé sur Say 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 que nous devions finir plus tard avec George Martin, le grand producteur des Beatles. Say 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 a été coécrit par Paul, un homme qui savait jouer de tous les instruments qu'on peut trouver dans un studio, et qui savait transcrire chaque partition, alors que moi je ne savais pas le faire. Et pourtant nous avons collaboré d'égal à égal, et nous nous sommes bien amusés ensemble. Paul n'a jamais eu besoin de me traîner en studio. Cette collaboration m'a donné encore davantage confiance en moi, car il n'y avait pas Quincy pour corriger mes erreurs et me regarder. Paul et moi partagions la même façon de penser, sur la manière dont une chanson pop doit tourner. Et ce fut un vrai régal de travailler avec lui. J'ai l'impression que depuis la mort de John Lennon, il a dû montrer constamment aux gens qu'il était capable d'assurer tout aussi bien. Paul McCartney a donné tellement au monde du disque, et à ses fans. Finalement, j'ai acheté le catalogue d'édition ATV,
qui comprenait beaucoup de chansons de Lennon et McCartney. Mais la plupart des gens ignorent que c'est Paul qui m'a poussé à m'intéresser à l'édition. J'étais chez Paul et Linda, dans leur maison de campagne, quand Paul me parla de l'édition musicale. Il me tendit un petit livre avec MPL inscrit sur la couverture. Il a souri quand je l'ai ouvert, parce qu'il savait que j'allais trouver le contenu excitant. Il y avait une liste de toutes les chansons qui appartiennent à Paul et dont il avait acheté les droits depuis longtemps. Je n'avais jamais songé à acheter des chansons jusqu'alors. Lorsque le catalogue ATV, qui contient beaucoup de chansons de Lennon-McCartney, fut à vendre, j'ai décidé de l'acheter. Je me considère comme un musicien, mais aussi comme un businessman. Paul et moi avons payé pour apprendre l'importance des droits d'édition, les droits des auteurs-compositeurs et la dignité de ce métier. C'est dans l'écriture des chansons que réside la sève, le sang de la musique populaire. La créativité ne se mesure pas en heures de travail ou en grade. Il s'agit là de l'inspiration et du désir de la faire aboutir. Lorsque j'ai été attaqué en justice par quelqu'un dont je n'avais jamais entendu parler pour The Girl Is Mine, je n'ai eu aucun mal à défendre ma réputation. J'ai dit que la plupart de mes idées me viennent dans les rêves, ce que certains ont interprété comme un tour de passe-passe. Notre industrie est tellement encombrée d'avocats et de procès que ça fait partie de l'apprentissage de ce métier, au même titre que les concours d'amateurs. Not My Lover a failli être le titre de Billie Jean, parce que Q n'aimait pas tellement mon titre. Il avait peur que les gens pensent tout de suite au joueur de tennis Billie Jean King. Beaucoup de gens m'ont posé des tas de questions sur cette chanson, et la réponse est très simple. C'est l'histoire d'une fille qui prétend que je suis le père de son enfant, et je plaide mon innocence parce que cet enfant n'est pas mon fils. Il n'y a jamais eu de vraie Billie Jean. En revanche, après cette chanson, il y en a beaucoup qui l'ont prétendu. La fille de cette chanson est une image composite de toutes les filles qui nous ont empoisonné l'existence, pendant des années. Ce genre d'histoire est arrivé plusieurs fois à mes frères, et ça me surprenait toujours. Je ne comprenais pas comment ces filles pouvaient raconter de tels mensonges, alors que c'était faux. Je ne comprends pas qu'on puisse mentir à propos d'un tel sujet. Même maintenant, il y a des filles qui viennent à la grille de notre maison et qui disent des choses les plus aberrantes, comme « Oui, je suis la femme de Michael » ou bien « Je lui ai laissé les clés de notre appartement ». Je me souviens d'une fille qui nous rendait complètement fous. Je suis sûr que dans sa tête, elle croyait dur comme fer qu'elle était à moi. Il y avait une autre fille qui prétendait que j'avais couché avec elle, et elle hurlait des menaces. Il y a eu quelques incidents devant la grille de Ivanhurst, car ces gens peuvent devenir dangereux. Certains crient dans l'interphone que Jésus les a envoyés pour me parler, ou que Dieu les a envoyés pour me rencontrer. Les trucs les plus fous. Un musicien sait quand une chanson va faire un hit. Ça doit tourner, sonner juste. Tout doit être parfaitement en place. C'est une sensation de plénitude, d'intense satisfaction. On le sait dès qu'on l'écoute. C'est ce que j'ai éprouvé avec Billie Jean. Je savais que ça ferait un malheur pendant que j'étais en train de l'écrire. J'étais complètement absorbé par cette chanson. Un jour, pendant une pause d'enregistrement, je roulais sur l'autoroute Ventura, avec Nelson Hayes, qui travaillait avec moi à cette époque-là. Billie Jean me trottait dans la tête, et j'y pensais tout le temps. C'est alors qu'au moment de quitter l'autoroute, un homme en mobilette nous fait des grands signes, et s'approche de ma portière pour me dire « Votre voiture est en train de brûler !» Nous avons alors remarqué la fumée, et nous nous sommes arrêtés aussitôt. L'arrière de la Rolls-Royce était en flammes. Ce gamin nous a probablement sauvé la vie. Si la voiture avait explosé, nous aurions été tués. Mais j'étais tellement absorbé par cette chanson qui tournait dans ma tête que je n'y ai repensé que beaucoup plus tard.
Même pendant que nous cherchions du secours pour essayer de rentrer, je composais ma chanson mentalement. C'est dire à quel point j'étais absorbé par Billie Jean. Avant d'écrire Beat It, je pensais que je voulais composer le genre de rock'n'roll que j'irais m'acheter pour moi. Mais je voulais que ce soit complètement différent de ce que j'écoutais au top 50, à la radio tout le temps. Beat It a été écrit à l'intention des gamins qui vont à l'école. J'ai toujours aimé écrire des trucs qui plaisent aux enfants. C'est vraiment chouette d'écrire pour eux et de savoir qu'ils aiment ça. Parce qu'ils sont un public très exigeant. On ne peut pas les blouser. Ils sont mon public le plus important, même maintenant, parce que je les aime vraiment, et je veux leur plaire. S'ils aiment ce que je fais, c'est un hit à tous les coups, peu importe le classement des palmarès. Les paroles de Beat It expriment quelque chose que je ferais si j'étais agressé. Le message « je hais la violence » est une chose à laquelle je crois profondément. Je dis aux enfants d'être malins et d'éviter les coups. Je ne veux pas dire par là qu'il faut tendre la joue gauche quand on vient de se faire agresser, mais sauf quand on a le dos au mur et qu'il n'y a plus de choix possible. Il faut se tirer avant que la violence explose. Si vous vous battez et que vous êtes tué, vous n'avez rien gagné. Vous êtes le grand perdant de l'histoire. Et les gens qui vous aiment aussi. C'est ça, le message de Beat It. Pour moi, le vrai courage, c'est d'accepter ce qui est différent en évitant la bagarre et en utilisant la sagesse pour que cette solution soit possible. Quand Q a téléphoné à Eddie Van Halen, celui-ci a cru que c'était un canular. À cause de la ligne téléphonique qui était brouillée, Eddie a pensé que la voix du type à l'autre bout de la ligne était celle d'un plaisantin. Il a donc envoyé Q se faire voir, et Q a renouvelé son appel. Eddie a accepté de faire la séance pour nous, et ça a donné l'incroyable solo de guitare de Beat It. Les nouveaux membres de l'équipe faisaient partie du groupe Toto, qui avait déjà enregistré des tubes, Rosanna et Africa. Ils étaient très connus comme musiciens avant de former leur groupe. À cause de leur expérience, ils connaissaient les deux aspects du travail de studio, et ils étaient capables à la fois d'improviser et de suivre exactement les consignes du leader. Steve Porcaro avait travaillé sur Off the Wall, tout en étant le claviériste attitré de Toto. Cette fois, il avait amené toute son équipe avec lui. Tous les musicologues savent que le leader du groupe, David Paich, est le fils de Marty Paich, qui a travaillé sur les grands standards de Ray Charles, comme I Can't Stop Loving You. J'aime Pretty Young Thing qui a été écrit par Quincy et James Ingram. Don't Stop Till You Get Enough m'avait ouvert l'appétit et donné l'envie de refaire une intro parlée. J'ai toujours eu une voix douce, et je n'ai pas de raison de la cacher en chantant tout le temps. Je n'ai pas cultivé ni trafiqué le son de ma voix. Elle est telle que Dieu me l'a donnée, et c'est à prendre ou à laisser. C'est la mienne. Imaginez ce que l'on peut éprouver quand on est critiqué pour quelque chose qui est un don de Dieu, et qui est complètement naturel. Imaginez à quel point ça fait mal quand la presse répand de fausses rumeurs, qu'il faut essayer de contredire, de justifier, en sachant que les gens ont du mal à vous croire, tout simplement parce que les commérages et les scandales font de bons papiers. Il faut alors raconter une autre histoire pour essayer de rétablir la vérité et effacer le poison du mensonge. J'ai toujours refusé de donner des démentis à toutes ces inventions, parce que cela donne trop d'importance aux gens qui ont inventé ces histoires. Rappelez-vous que la presse est un business. Les journaux et les magazines sont là pour faire de l'argent, parfois aux dépens de la vérité. En tout cas, dans l'intro de Pretty Young Thing, j'étais un peu plus sûr de moi que sur le dernier album. J'adorais les mots rigolos, farfelus, tout cet argot rock'n'roll qu'on ne trouve pas dans le dictionnaire. J'ai demandé à Janet et Latoya de venir en studio pour accompagner cette chanson-là, et elles ont fait des vrais chœurs.
James Ingram et moi avons programmé un appareil que les ingénieurs du son connaissent bien et qui s'appelle un vocodeur, pour donner le timbre de E.T. à la voix. Human Nature a été écrit par les types de Toto qui l'ont apporté à Quincy. Nous sommes tombés d'accord tous les deux. C'était la plus jolie mélodie qu'on avait entendue depuis longtemps. C'était encore plus beau que Africa, une musique céleste. On m'a souvent demandé ce que signifiaient les paroles, pourquoi est-ce qu'il me fait ça, j'aime l'amour comme ça. Les gens croient toujours que les paroles qu'on chante nous ressemblent et qu'elles ont un sens particulier pour nous. Mais souvent ce n'est pas vrai. Ce qui compte, c'est d'émouvoir les gens, de les toucher. On peut le faire avec la mosaïque de la mélodie, des arrangements et des paroles. Parfois, le contenu des mots est purement intellectuel. On m'a souvent posé des questions sur la chanson Muscles. Je l'ai écrite et réalisée pour Diana Ross. Cette chanson est la façon dont j'ai toujours rêvé de lui redonner tout ce qu'elle m'a donné, tout ce qu'elle a fait pour moi. J'ai toujours aimé Diana, et je l'admire toujours. J'essaie de le lui prouver. À part ça, Muscles est aussi le nom que j'ai donné à mon serpent. The Lady in My Life a été une des chansons les plus difficiles à réaliser en studio. Nous avions l'habitude de faire énormément de prises pour avoir un son de voix aussi parfait que possible. Mais avec celle-là, Quincy n'était pas satisfait de ma façon de chanter, même après des douzaines de prises. Finalement, il m'a pris à part et il m'a demandé de chanter d'un ton suppliant. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a demandé de retourner dans la cabine et de supplier. Alors j'y suis retourné. Ils ont éteint les grosses lumières du studio, puis fermé les rideaux entre le studio et la cabine des ingénieurs, pour que je me sente plus à l'aise. Q a donné le signal, et j'ai supplié. Le résultat, c'est ce qu'on entend. Puis la maison de disques a commencé à nous talonner pour qu'on finisse Thriller plus rapidement. Quand ils veulent nous faire activer, ils mettent vraiment la pression. L'ultimatum était lancé. Le disque devait être prêt à telle date, et pas un jour de plus. Alors on s'est vraiment défoncé pour finir l'album dans les temps. On a commencé à faire des tas de compromis sur les mix, et même sur certaines prises. À force d'arrondir les angles, on était en train de démolir tout l'album. Quand on a fini par écouter ce qu'on devait leur présenter, Thriller sonnait tellement bordélique que j'en ai eu les larmes aux yeux. On m'avait mis une telle pression pour essayer de finir Thriller, tout en travaillant aussi sur l'histoire de E.T., que c'était trop. Tout le monde se bouffait le nez à propos de ce projet, et finalement la triste vérité était que les mix de Thriller ne valaient rien. Nous nous sommes assis dans le studio Westlake à Hollywood, et nous avons écouté l'album en entier. J'étais effondré. La colère m'a envahi, et j'ai quitté la pièce en disant « Terminé, on ne sortira pas l'album. Appelez CBS et dites-leur qu'on ne leur donnera pas cet album. Je refuse de le laisser sortir. » Je savais que ce serait une erreur. Si nous n'avions pas arrêté la machine et écouté attentivement ce que nous avions fait, le disque aurait été un désastre. Il n'aurait jamais reçu les hommages qu'il a reçus. Parce que, comme on l'apprend vite, on peut ruiner un excellent album au mixage. C'est comme le montage d'un film, aussi fragile. Pour cela, il faut prendre le temps de faire bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire vite. Il y a eu des cris et des grincements de dents du côté de la maison de disques. Mais finalement, ils se sont montrés intelligents, et ont compris. Eux aussi, ils le savaient. Mais j'étais le premier à avoir le courage de le dire. En fin de compte, il a fallu remixer l'album entièrement. On s'est offert 2 jours de vacances histoire de respirer et de prendre du recul. Puis on est revenu en studio avec des oreilles toutes neuves et on a recommencé le mix à raison de 2 chansons par semaine. Quand on eut terminé, waouh, ça frappait fort.
CBS a entendu la différence. Thriller était un projet de taille. J'étais tellement heureux quand tout a été fini. Je brûlais d'impatience en attendant la sortie du disque. Le dernier jour, quand on a quitté le studio pour de bon, on n'a même pas fait la fête pour célébrer l'événement. On n'est pas allé en discothèque non plus. On est allé se reposer. De toute façon, je préfère rester chez moi avec les gens que j'aime. C'est ma façon de faire la fête. Les 3 vidéos qui ont été tirées de Thriller, Billie Jean, Beat It et Thriller, sont des concepts que j'ai créés pour l'album. J'étais décidé à présenter cette musique de la façon la plus visuelle possible. Je me souviens que je regardais ce que faisaient les gens avec la vidéo, et je trouvais ça aberrant, tellement pauvre et primitif. Je regardais les mômes avaler toute cette médiocrité, et périr d'ennui parce qu'il n'y avait rien d'autre. J'ai toujours eu envie de donner le maximum dans tout ce que j'entreprends. Alors pourquoi travailler autant sur un album et tout massacrer en produisant une vidéo minable? Je voulais quelque chose qui vous colle à votre siège, quelque chose que vous auriez envie de regarder sans arrêt. Je voulais donner de la qualité aux gens. Je voulais aussi être un pionnier dans cette aventure et réaliser les meilleurs films musicaux, les meilleurs clips, que personnellement je préfère appeler films. Sur le tournage, je parlais toujours du film que nous étions en train de faire, et c'est mon approche. Je voulais m'entourer des gens les plus talentueux du business, le meilleur réalisateur, le meilleur photographe, le meilleur éclairagiste. Nous ne filmions pas en vidéo, mais en 35 mm. C'était sérieux. Pour le premier clip, Billie Jean, je me suis entretenu avec plusieurs réalisateurs, car je voulais trouver la perle rare. Beaucoup d'entre eux ne m'ont pas montré de matériel véritablement original. Plus je visais haut, plus la compagnie de disques mettait des réticences à donner un budget adéquat. Alors j'ai fini par financer moi-même Beat It et Thriller, parce que je n'avais pas envie de me bagarrer avec les gens, pour des questions d'argent. Par conséquent, je suis devenu propriétaire de ces films à part entière. Billie Jean a été fait avec l'argent de CBS, environ $250 000. À l'époque, ça représentait beaucoup d'argent pour une vidéo. Mais ça m'a fait plaisir de voir qu'ils croyaient autant en moi. Steve Barron, qui a réalisé ce film, avait beaucoup d'imagination, bien qu'il n'ait pas été d'accord au départ sur mon intention d'y mettre de la danse. Je sentais que les gens aimeraient voir de la danse sur le clip. Les pas de danse que je fais sur la pointe des pieds, et la plupart des autres mouvements, ont été spontanément improvisés. Le clip de Billie Jean a fait une grosse impression sur le public de MTV, et ce fut un grand succès. Beat It a été réalisé par Bob Giraldi, qui avait fait beaucoup de pubs de télé. Je me souviens que j'étais en Angleterre. On a décidé de sortir Beat It comme deuxième 45 tours de l'album Thriller, et il a fallu choisir un réalisateur. Je sentais que le scénario devait coller exactement à la chanson que j'avais écrite. Un gang affronte l'autre dans les rues chaudes de la ville. Il fallait que ça soit fort, violent, dur, puisque c'était le thème de Beat It. En rentrant à Los Angeles, j'ai vu le showtape de Bob Giraldi, et j'ai tout de suite su que c'était lui qui devait faire Beat It. J'avais aimé la façon dont il racontait ses histoires dans son travail, et je lui ai parlé de Beat It. Nous avons échangé nos idées, et c'est comme ça que le clip a été créé. Nous avons modelé, sculpté le storyboard jusqu'à ce que ça nous plaise. Je pensais aux bandes de jeunes qui vivent dans la rue quand j'ai écrit Beat It. Aussi, on a fait le tour des gangs les plus féroces de la ville de Los Angeles, et on les a fait travailler sur le film. Ça s'est révélé une bonne idée, et une expérience fantastique pour moi. Il y avait vraiment des durs de durs sur le plateau, et il n'avait rien de figurant déguisé en loupard. Ils ne jouaient pas la comédie comme des acteurs. Ils étaient sérieux.
ils entraient dans l'histoire pour de vrai. Il faut dire que je n'avais jamais vraiment fréquenté de gars de ce milieu, et qu'ils m'intimidaient carrément au départ. Mais on avait un service d'ordre tout autour, au cas où ça dégénérerait. Très vite, on s'est aperçu qu'on n'avait pas besoin de garde du corps, et que les membres de ces gangs se comportaient avec nous de façon humble, gentille et sympa. Nous leur donnions de quoi manger pendant les pauses, et ils rangeaient les plateaux et nettoyaient ce qu'ils avaient sali. J'ai commencé à comprendre que toutes ces images sur les méchants leur servent de système de défense et d'identification. Ce qu'ils voulaient, c'était qu'on les voie, qu'on les reconnaisse et qu'on les respecte. Et ils étaient ravis à l'idée de passer à la télé. « Hé, regarde-moi, je suis quelqu'un !» Je pense sincèrement que la plupart de ces types se comportent ainsi pour cette raison. Ce sont des rebelles, mais des rebelles qui veulent l'attention et le respect. Comme nous tous. Ils veulent seulement qu'on les regarde. Au moins, pendant quelques jours, ils ont été des stars. Ils étaient tellement super avec moi, polis, silencieux, chaleureux, que quand je finissais mes numéros de danse, ils me félicitaient sur mon travail, et c'était vraiment sincère. Ils me demandaient une foule d'autographes, et ils étaient souvent attroupés autour de ma caravane. Je leur donnais tout ce qu'ils me demandaient, des photos, des autographes, des billets pour ma tournée Victory, n'importe quoi. C'était une bande de types sympas. La vérité de cette expérience est sortie à l'écran. Le clip Beat It est plutôt menaçant, et on sent les émotions de ces garçons. On sent la rue, et ce qu'est leur vie dans la rue. Quand on regarde Beat It, on sait que ces mômes sont durs. Ils sont eux-mêmes, et ça passe. Rien à voir avec ce qu'auraient pu faire des acteurs. C'est leur esprit qui sort à l'écran. Je me suis souvent demandé si, de leur côté, ils ont reçu mon message comme j'ai reçu le leur. Quand Thriller est sorti, la compagnie de disques a estimé qu'on en vendrait 2 millions. Généralement, les maisons de disques ne croient jamais qu'un disque vendra plus que le précédent. Ils pensent que la dernière fois c'était un coup de chance, ou que ce chiffre de vente représente votre public. Ils ont donc mis en place 2 millions d'exemplaires, au cas où j'aurais un autre coup de chance. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais moi, je voulais leur faire changer d'attitude avec Thriller. Quelqu'un m'a donc aidé dans cette entreprise. Il s'agit de Frank DiLeo. Frank était vice-président de la promotion Epic quand je l'ai rencontré. C'est lui qui m'a aidé à réaliser mon rêve avec Thriller. Frank avait entendu des extraits de l'album pour la première fois au studio Westlake, à Hollywood. Il était là avec Freddie DeMann, un de mes managers, et Quincy, quand je leur ai fait écouter Beat It et un petit extrait de Thriller, sur lesquels nous étions encore en train de travailler. Ils étaient très impressionnés, et nous avons commencé à parler sérieusement de faire une campagne de lancement à tout casser pour vendre cet album. Frank a vraiment bien travaillé, et depuis il est devenu mon bras droit. Il comprend l'industrie du disque de façon brillante, et sa compétence est très précieuse. Par exemple, nous avons sorti Beat It en 45 tours, alors que Billie Jean était encore numéro 1. CBS a crié « Mais vous êtes fous! Ça va tuer Billie Jean !» Mais Frank leur a dit de ne pas se faire de bile, parce que les deux chansons seraient numéro 1, et qu'elles arriveraient au top 10 toutes les deux en même temps. Ce fut le cas. Au printemps 1983, il était clair que l'album faisait un malheur, en crevant tous les records. Chaque fois qu'on sortait un 45 tours, les ventes de l'album repartaient en flèche. Puis le clip de Beat It est sorti. Le 16 mai 1983, j'ai chanté Billie Jean dans une émission de télé en l'honneur du 25e anniversaire de Motown. Presque 50 millions de gens ont vu ce spectacle. Après ça, beaucoup de choses ont changé. Le show de Motown 25 avait été enregistré un mois plus tôt, en avril. Le titre complet du show s'appelait «
hier, aujourd'hui et pour toujours. Et je dois bien admettre qu'on m'avait poussé à le faire. J'en suis heureux d'ailleurs, car ce passage m'a valu les moments les plus heureux et les plus comblés de ma vie. J'avais d'abord commencé par refuser. On m'avait demandé d'apparaître comme membre des Jackson et de faire un numéro de danse en solo. Mais nous ne faisions plus partie de l'équipe des artistes de Motown. Il y a d'abord eu des conversations interminables entre mes managers, Weissner, Deman et moi. Je pensais à tout ce que Berry Gordy avait fait pour le groupe et pour moi, mais je ne voulais rien savoir. Je ne voulais pas faire de télé. Et j'admets que mon attitude est généralement assez négative par rapport à la télé. Finalement, Berry est venu me trouver. J'étais en train de monter Beat It au studio Motown, et quelqu'un avait dû lui dire que j'étais dans les parages. Il est donc venu me voir pour essayer de me convaincre. Je lui ai dit « Ok, mais si je le fais, je veux chanter Billie Jean. » Ça serait la seule chanson du show qui ne soit pas Made in Motown. Il me répondit qu'il était d'accord, et que c'était ce qu'il voulait. Nous avions décidé de faire un pot-pourri des Jackson avec Germaine. Nous étions ravis. J'ai donc réuni mes frères et je les ai fait répéter pour le show. On a bien travaillé, mais c'était chouette. Comme au bon vieux temps des Jackson 5. Je les ai fait danser et répéter pendant des jours et des jours, chez nous à Encino. Je faisais filmer les répétitions en vidéo, pour pouvoir les regarder après. Germaine et Marlon participaient aussi. Puis nous sommes allés à Motown pour répéter à Pasadena. Nous avons fait une mise en place et, bien que nous ne donnions pas toute notre énergie, parce que les répétitions étaient fragmentées, les gens présents sur le plateau nous ont applaudi. Puis j'ai interprété Billie Jean. C'était juste un filage, et je n'avais rien préparé encore, car je m'étais surtout occupé du groupe. Le lendemain, j'ai appelé le bureau de mes managers et je leur ai dit « S'il vous plaît, trouvez-moi un chapeau d'espion. Un truc en feutre, cool, du style agent secret. » Je voulais un chapeau spécial, vaguement sinistre, un chapeau d'enfer. Je n'avais pas encore d'idée précise sur ce que je voulais en faire avec Billie Jean. Pendant les séances de Thriller, j'avais trouvé une veste noire, et je disais à mes amis « Vous savez, un jour je la mettrai sur scène. » Elle était tellement parfaite, tellement show business, que je décidai de la porter pour l'émission Motown 25. Mais la veille de l'enregistrement, je n'avais encore aucune idée de ce que j'allais faire tout seul. Aussi je suis allé dans la cuisine, et j'ai mis Billie Jean à fond. J'étais tout seul, la veille du show, et j'ai décidé d'attendre que la chanson me dise ce que je devais faire. J'ai laissé la danse se créer toute seule. Je l'ai véritablement laissé me parler. J'ai écouté le beat monter. J'ai attrapé le chapeau d'espion et j'ai commencé à marcher et à prendre la pause, en laissant le rythme de Billie Jean créer le mouvement. Je me sentais poussé à laisser les choses se faire toutes seules. C'était plus fort que moi. J'ai eu beaucoup de plaisir à rester détaché et à laisser la danse venir, comme inspiré par la musique. J'avais déjà mis au point certains pas et certains mouvements, mais l'essentiel était spontané. Je pratiquais le moonwalk depuis un certain temps, et je décidai de le danser en public pour Motown 25. À ce moment-là, le moonwalk était déjà dans la rue, mais je lui ai donné du prestige en le dansant ce soir-là. C'était un pas de breakdance très sautillant, que les enfants noirs avaient inventé sur les trottoirs des ghettos. Ils créent beaucoup de danses de cette manière, pure et simple. Alors je me suis dit, je vais l'essayer, et ça a marché. 3 gamins me l'ont appris. Ils m'ont appris la base et je me suis entraîné tout seul. J'y ai ajouté d'autres figures. En tout cas, j'étais sûr que dans le pont instrumental de Billie Jean, j'allais marcher à la fois en avant et à reculons, comme si je marchais sur la lune. Le jour du tournage, Motown était à la bourre, complètement en retard sur l'horaire prévu.
Alors je suis sorti et j'ai répété tout seul. J'avais mon chapeau d'espion sur la tête. Mes frères voulaient savoir pourquoi, mais je leur ai dit que c'était une surprise. Puis j'ai demandé discrètement à Nelson Hayes de me rendre un service. Après le show avec mes frères, quand les lumières seront éteintes, tends-moi le chapeau dans l'obscurité. Moi, je serai dans le coin près des coulisses, en train de parler avec le public. Et tu n'auras qu'à me le passer dans le noir. Aussi, après notre numéro avec mes frères, je me suis approché des spectateurs et je leur ai dit « Vous êtes merveilleux. Je peux dire que pour moi, ces chansons représentent le bon vieux temps. Ce furent des moments magiques, tous ensemble, avec Germaine. Mais celle que j'aime particulièrement, et Nelson me passa le chapeau, ce sont les nouvelles chansons. » Alors je me retournai, pris le chapeau, et démarrai Billie Jean sur un rythme très heavy. Je voyais bien que les gens aimaient ce que je faisais. Mes frères m'ont dit que tout le monde se bousculait dans les coulisses pour me regarder. Ils étaient bouche bée. Mes parents et mes sœurs étaient au milieu du public. Je me souviens seulement avoir ouvert les yeux à la fin, en découvrant une armée de gens debout, applaudissant frénétiquement. J'étais parcouru d'émotions contradictoires. Je savais que j'avais fait le maximum, et je me sentais bien. Tellement bien. Mais en même temps, j'étais déçu, parce que je n'avais pas réussi à faire ma longue vrille, et à m'arrêter sur la pointe des pieds. Je n'étais pas resté dans cette position assez longtemps. Je m'étais retrouvé en équilibre sur une pointe de pied, alors que j'aurais voulu rester figé à cet endroit précis, dans cette position. En coulisses, tout le monde était venu me féliciter. Moi, je pensais encore à ma vrille loupée. Je m'étais tellement concentré, et je suis tellement perfectionniste. Pourtant, je savais que c'était un des moments les plus heureux de ma vie. Mes frères avaient eu l'occasion de voir ce que je savais faire tout seul, et comment j'avais évolué. Après le spectacle, chacun d'entre eux est venu m'embrasser, et j'étais heureux pour nous tous. Quand ils m'ont embrassé, j'étais aux anges. J'ai adoré ça. Ils ne m'avaient jamais traité comme ça jusque-là. Bien sûr, on est tous très affectueux les uns avec les autres. À part mon père, qui n'est pas démonstratif, nous sommes très câlins bisous. Mais ce soir-là, quand ils sont venus m'embrasser, c'est comme s'ils m'avaient béni. Mais j'étais encore turlupiné par ma performance. Je n'avais pas été parfait à mon goût. Et puis, un gamin d'une dizaine d'années s'est approché de moi dans les coulisses. Il portait un habit de soirée. Il m'a regardé avec des étoiles dans les yeux, comme pétrifié. Et il m'a demandé « Eh dis donc, qui c'est qui t'a appris à danser comme ça ?» J'ai ri et je lui ai répondu « Je me suis pas mal entraîné, tu sais. » Le gamin m'a regardé stupéfait. Je suis parti et pour la première fois de la soirée, j'ai été satisfait de ce que j'avais accompli cette nuit-là. Je me suis dit que j'avais dû être vraiment bon, car les enfants sont honnêtes. Quand ce gamin m'a parlé, j'ai vraiment senti que j'avais fait du bon travail. J'étais tellement bouleversé que je suis rentré directement chez moi et que j'ai écrit le récit de cette expérience pour m'en souvenir. La rencontre avec cet enfant a marqué un tournant dans ma vie. Le lendemain de la diffusion de Motown 25, Fred Astaire me téléphona. Il me dit très précisément « T'es vraiment un as, et tu bouges comme un fou. Tu les as laissés sur le cul hier soir. » C'est comme ça qu'il m'a parlé. Fred Astaire. Je l'ai remercié et il a ajouté « T'es un danseur hargneux. Moi je suis pareil. Je faisais la même chose avec ma canne. » Je l'avais rencontré une fois ou deux par le passé, mais c'était la première fois qu'il m'appelait. Il a encore ajouté « J'ai regardé le show hier soir, et je l'ai enregistré. Je l'ai encore regardé ce matin. T'es vraiment un sacré danseur. » C'est le plus grand compliment que j'ai reçu de ma vie, et le seul auquel j'ai eu envie de croire.
Venant de Fred Astaire, ce compliment valait plus que ce que tous les autres pouvaient me dire. Ma performance fut nominée plus tard pour un Oscar musical, mais c'est Leontyne Price qui a gagné. Peu importe. Fred Astaire m'avait dit des choses que je n'oublierai jamais. C'était ça, mon Oscar. Par la suite, il m'a invité chez lui, et il a continué à me complimenter à tel point que j'en ai rougi. Il m'a reparlé de ma performance dans Billie Jean, en commentant chaque pas. Le grand chorégraphe Hermès Pan, qui avait dirigé Fred dans tous ses films et ses numéros, est venu, et je leur ai montré quelques pas qui les ont intéressés. Peu de temps après, Chen Kelly est venu me rendre visite, et lui aussi m'a dit qu'il aimait ma façon de danser. Ce show a donc été pour moi une expérience fantastique, car je sentais que j'avais été intronisé dans la confrérie des danseurs. Je me sentais très honoré, car ce sont les gens que j'admire le plus au monde. Aussitôt après Motown 25, ma famille a lu tous les articles qui avaient paru dans la presse. On disait de moi que j'étais le nouveau Sinatra, et que j'étais aussi excitant qu'Elvis. C'était super. Mais je savais que les journalistes peuvent être perfides et superficiels. Un jour ils vous encensent, et la semaine d'après ils vous traînent dans la boue. Plus tard, j'ai donné la veste noire que j'avais portée ce soir-là à Sammy Davis. Il m'a dit qu'il ferait une imitation de moi sur scène, et je lui ai dit « Tu veux la porter pour faire ton numéro ?» Il était ravi. J'adore Sammy. C'est un vrai showman, et un type extra. J'ai porté un seul gant à la main droite pendant des années, bien avant Thriller. 2 gants, c'est banal, mais un seul, c'est marrant. C'est différent. C'est la classe. Pourtant, je ne me suis jamais préoccupé de mon look au point de le faire passer avant le reste. Un artiste ne pense pas à ces choses. C'est une manière d'être bien dans sa peau. Et ça se fait spontanément, sans réfléchir. Ça faisait donc bien longtemps que je portais un seul gant quand tout le monde l'a découvert dans Thriller, en 1983. Je le portais déjà dans mes tournées dans les années 70, et sur la pochette de l'album Live of the Wall qui a été fait au cours de mes tournées. C'est tellement show business, ce gant. J'adore le porter. Un jour, par pure coïncidence, j'ai enfilé un gant noir pendant la cérémonie des American Music Awards, qui tombait par hasard le jour de l'anniversaire de Martin Luther King. Bizarre comme les choses se produisent parfois. J'admets que j'aime bien lancer des modes. Mais je n'ai jamais pensé que le fait de porter des chaussettes blanches en serait une. Jusque-là, ça faisait vraiment boy scout de porter des chaussettes blanches. C'était chouette dans les années 50, mais dans les années 60 et 70, personne n'aurait voulu en porter pour tout l'or du monde. C'était même carrément ringard aux yeux de n'importe qui. Mais moi, j'en ai toujours porté. Toujours. Mes frères disaient que c'était nul, mais je m'en foutais complètement. Mon frère Germaine piquait carrément sa crise, et il se plaignait à maman. « Maman, Michael a encore mis ses soquettes blanches. Fais quelque chose là, parle-lui. » Ils avaient honte. Ils me disaient que j'avais l'air complètement tarte. Mais je les portais quand même. Et maintenant, c'est complètement branché. Je crois que Germaine était tellement exaspérée par ses soquettes que je me demande si ce n'est pas à cause de ça qu'elles sont devenues à la mode. Quand Thriller est sorti, tout le monde s'est mis à porter des pantalons trop courts, qui laissent voir les chevilles. Ma façon d'être est que si ça ne se fait pas, si un truc n'est pas à la mode, c'est justement ça que je vais choisir. Quand je suis à la maison, je m'habille n'importe comment. Je porte ce qui me tombe sous la main. Ça m'arrive de passer des journées entières en pyjama. J'aime les chemises en flanelle, les vieux pantalons et les vieux pulls. Bref, les vêtements simples. Par contre, quand je sors, je m'habille avec les trucs les plus élégants, les plus clinquants, les plus extravagants. Alors que chez moi et en studio, c'est n'importe quoi. Je ne porte pas beaucoup de bijoux.
Généralement aucun parce que ça me gêne. Parfois on m'en offre et je suis très touché par l'attention, mais je les range dans un coin. On m'en a déjà volé quelques-uns. Jackie Gleason m'avait donné une très belle bague. Il l'avait retirée de son doigt et me l'avait tendue. On me l'a volée, et ça me fait de la peine. Mais ce qui compte pour moi, c'est le geste. Et ce souvenir-là, on ne peut pas me le prendre. Une bague n'est qu'un objet. Ce qui me rend vraiment heureux, c'est de créer et de jouer sur une scène. Les choses matérielles ne m'enchaînent pas. Je veux mettre toute mon âme dans ce que je fais, et que les gens aiment ça. C'est ce qui compte le plus pour moi, et c'est un sentiment merveilleux. J'apprécie l'art pour cette raison. Je suis un grand admirateur de Michel-Ange, et de la manière dont il a mis son âme dans son œuvre. Il savait qu'il mourrait un jour, mais que son œuvre lui survivrait. On voit bien qu'il a peint la chapelle Sixtine avec son âme. Un jour, il a même décidé de tout détruire et de tout recommencer parce qu'il voulait que ce soit parfait. Il disait, « Quand le vin est aigre, il faut le jeter. » Je peux regarder une peinture et me perdre dans cette contemplation. Le pathos, l'intensité dramatique d'une œuvre me font partir. Cette communication de l'artiste et du public se fait par l'émotion. J'éprouve la même chose avec la photographie. Une belle chose émouvante et poignante peut en dire autant que des centaines de pages. Comme je l'ai déjà laissé entendre, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie après mon passage dans l'émission Motown 25. 47 millions de spectateurs ont vu cette émission, et une bonne partie d'entre eux ont acheté le disque Thriller peu après. À l'automne 83, l'album s'est vendu à 8 millions d'exemplaires, pulvérisant tous les records prévus après Off the Wall. Puis Frank DiLeo a dit qu'il aimerait nous voir produire un autre clip. Le prochain devait être Thriller. Le scénario de la chanson était suffisamment ouvert pour donner un maximum de liberté à un bon réalisateur. Aussitôt la décision prise, j'ai su qui je voulais engager. L'année précédente, j'avais vu un film d'horreur qui s'appelait An American Werewolf in London, et je savais que le réalisateur, John Landis, serait parfait pour moi, puisque le même type de transformation arrivait au héros de Thriller. Nous avons donc contacté John Landis, et il a accepté. Il a proposé un budget, et nous nous sommes mis au travail. Les détails techniques de ce film étaient tellement ahurissants que John Branca, mon avocat et l'un de mes plus précieux conseillers, me téléphona. Il travaillait avec moi pour Off the Wall, et il m'avait aidé à déléguer mes pouvoirs auprès de gens très compétents depuis la sortie de Thriller. John paniquait, parce que le budget prévu au départ pour le clip avait déjà doublé. Comme je finançais ce projet moi-même, la dépense devenait préoccupante. Mais John est arrivé avec une idée de génie. Il a suggéré qu'on fasse tourner une vidéo, séparée du tournage du clip, et de la faire produire par quelqu'un d'autre. C'était tellement évident qu'on s'est demandé pourquoi personne n'y avait pensé avant. On était sûr que ce documentaire serait passionnant, et qu'il permettrait d'éponger une partie du dépassement de budget. John mit l'affaire sur pied en très peu de temps. Il fit produire le documentaire par la chaîne de télé MTV et par une autre station câblée. Et Vestron diffusa le clip dès la sortie du disque Thriller. Le succès du documentaire sur le tournage de Thriller a été un vrai choc pour nous tous. Il a eu environ 1 million de vidéocassettes vendues. Même maintenant, c'est un record de vente pour les vidéocassettes. Le film Thriller fut prêt vers la fin de 1983. On l'a sorti en février, et on a commencé à le voir sur MTV. Epic a sorti le 45 tours de Thriller, et les ventes ont crevé le plafond. Selon les statistiques, la sortie du clip Thriller et du 45 tours a déclenché 14 millions d'achats d'albums supplémentaires et de cassettes sur une période de 6 mois. En 1984,
nous vendions jusqu'à 1 million de disques par semaine. Je suis encore sidéré par ces résultats. Quand nous avons terminé la campagne de promo de Thriller, 1 an plus tard, l'album avait été tiré à 32 millions d'exemplaires. Aujourd'hui, les ventes atteignent les 40 millions. Un rêve devenu réalité. Au cours de cette période, j'ai changé mon équipe de management. Mon contrat avec Weissner et Deman avait expiré en 1983. Mon père ne me représentait plus, et je cherchais d'autres gens. Un jour, au Beverly Hills Hotel, j'ai rendu visite à Frank DiLeo, et je lui ai demandé s'il voulait quitter Epic et gérer ma carrière. Frank me demanda un délai de réflexion. Je devais le rappeler le vendredi. Bien entendu, je l'ai rappelé. Le succès de Thriller m'est vraiment tombé dessus en 1984, quand l'album a reçu un nombre impressionnant de récompenses de la part de l'American Music Award et des Grammy Awards. Je me souviens que j'étais dans un état de jubilation délirante. Je sautais de joie et je dansais comme un fou dans la maison. Quand l'album a reçu le titre de plus grande vente de l'histoire du disque de tous les temps, je n'arrivais pas à le croire. Quincy Jones criait « Champagne pour tout le monde !» Nous étions dans un état. Quelle folie! Travailler aussi dur, donner autant de soi et réussir enfin. Tous ceux qui avaient travaillé sur l'album étaient au 7e ciel. C'était merveilleux. Je m'imaginais être comme un coureur de marathon qui fait sauter le ruban sur la ligne d'arrivée. Je me sentais comme ce genre d'athlète, même si je ne suis pas sportif. Je l'imaginais, ce marathonien, quand sa poitrine touche le ruban et que la foule hurle, souffre et jouit avec lui de son triomphe. Je m'identifie à ces athlètes parce que je sais combien l'entraînement est difficile, ce qui rend le moment de triomphe encore plus précieux. C'est peut-être toute une vie de sacrifice qui est sublimée dans ce court instant, l'instant où il gagne. C'est vraiment une drogue puissante. Je suis capable de comprendre cette sensation parce que je l'ai éprouvée. Une des conséquences du succès de Thriller est que je suis devenu la cible du public. À cause de cela, j'ai décidé de mener une vie aussi privée que possible. J'étais encore timide en public. Il faut vous rappeler que j'ai été un enfant star, et que dans ce cas-là, les gens refusent de vous voir grandir, changer, évoluer. Quand j'étais célèbre au début, j'avais un petit visage rond, poupon. Les rondeurs de l'enfance sont parties quelques années après, quand j'ai changé de régime alimentaire. J'ai cessé de manger du bœuf, du poulet, du porc et du poisson, ainsi que tous les aliments qui font grossir. Je voulais être plus mince, vivre plus sainement et mieux. Petit à petit, j'ai perdu du poids. Mon visage a changé. Et la presse m'a accusé de m'être fait faire de la chirurgie esthétique. Je reconnais que je me suis fait refaire le nez, comme beaucoup de stars le font. Mais les journalistes ont comparé mes photos d'enfants et d'adolescents avec les photos récentes. Sur les anciennes photos, j'avais un visage rond et potelé, avec une coiffure afro et un mauvais éclairage. La photo récente montrait un visage plus mûr. J'ai une coiffure complètement différente, un nez autre, et mes récentes photos sont superbement éclairées. Ce n'est pas vraiment juste de faire des comparaisons sur des documents aussi différents. Ils ont même prétendu que je m'étais fait faire de la chirurgie des os sur le visage. Je trouve ça aberrant, et je ne comprends même pas que l'on puisse inventer de telles histoires. C'est trop injuste. Judy Garland et Jean Harlow se sont fait refaire le nez, et beaucoup d'autres depuis. Mon problème, c'est qu'on m'a connu enfant star, et que les gens se sont habitués à mon visage de ce temps-là. Alors une fois pour toutes, je le dis, je le maintiens, je ne me suis jamais fait transformer les joues, ni les yeux. Je n'ai pas fait rétrécir ma bouche, ni blanchir ma peau. Tout ceci est complètement ridicule. Si c'était vrai, je n'aurais aucune honte à le dire,
Mais c'est faux. Je me suis fait refaire le nez 2 fois. Et récemment, je me suis fait faire une fossette sur le menton. Mais c'est tout. Peu importe ce que les autres diront. C'est mon visage. Et c'est comme ça. Je suis végétarien. Et de ce fait, je suis beaucoup plus mince qu'avant. Je suis un régime très strict depuis des années. Je me sens mieux que jamais en meilleure santé. J'ai plus d'énergie. Je ne comprends pas pourquoi la presse se soucie tellement de mon aspect physique. En quoi mon visage a-t-il quoi que ce soit à voir avec ma danse ou ma musique? Il y a quelque temps, un homme m'a demandé si j'étais heureux. Et j'ai répondu, je ne pense pas être complètement heureux. Je suis une des personnes les plus difficiles à satisfaire. Mais en même temps, je suis conscient de tout ce que j'ai reçu, et j'apprécie au plus haut point l'amour de ma famille et de mes amis. Mais je suis toujours aussi embarrassé en public. La nuit où j'ai gagné 8 American Music Awards, je les ai reçus le visage caché par des lunettes noires, devant toutes les caméras de télé. Katharine Hepburn me téléphona pour me féliciter, mais elle me passa un vrai savon à cause de mes lunettes noires. « Tes fans veulent voir tes yeux ?» me dit-elle. « Tu te défiles devant eux. » Le mois suivant, en février 84, au Grammy Show, Thriller reçut 7 récompenses, et apparemment devait en recevoir une 8e. Toute la soirée, j'étais monté sur le podium, et j'avais reçu mes récompenses avec mes lunettes de soleil. Finalement, lorsque Thriller gagna le prix du meilleur album, j'y suis allé, j'ai retiré mes lunettes, et j'ai regardé la caméra bien en face, en disant « Katharine Hepburn, je le fais pour vous. » Je savais qu'elle regardait la télé, et elle m'a vu. Il faut bien s'amuser de temps en temps.